Coupons la Terre en deux. Tu peux voir toutes ces couches. Voici le noyau interne. Il est environ 40 fois plus chaud que l'intérieur de ton four. Voici le manteau, un océan de lave chaude. Voici la croûte terrestre, la surface solide sur laquelle vit notre civilisation. Mais si tu lèves les yeux, il y a de nombreuses couches en plus de l'atmosphère et de la couche d'ozone. Les scientifiques ont récemment découvert une étrange bulle qui protège notre planète des radiations. Et non, ce n'est pas le champ magnétique de la Terre. Cette bulle est faite d'ondes radio. Nous les utilisons pour communiquer. Notre planète brille comme un sapin de Noël dans le spectre radio. Mais nous allons nous intéresser aux ondes de très basse fréquence, celles qui nous permettent de rester en contact avec les sous-marins. Donc, les ondes radio sont comme des ondes lumineuses ou des ondes océaniques ordinaires. Regarde celle-là. La distance entre les deux pics correspond à la longueur d'onde. Et le nombre de ces ondes sur une période de temps est la fréquence. Par exemple, il y a 10 vagues dans cet intervalle d'une seconde. Alors, peux-tu deviner la fréquence de cette onde? Oui, c'est 10 Hz. Les téléphones portables utilisent des ondes d'une fréquence de 300 à 3000 MHz. Donc, ajoute 6 zéros de plus à ce nombre. Mais les ondes de cette fréquence ne traversent pas bien les obstacles. Pense au fait que tu perds la connexion de ton téléphone portable lorsque tu traverses un tunnel. C'est parce qu'il y a du métal à l'intérieur. C'est un matériau conducteur qui affaiblit beaucoup les ondes radio. L'eau salée est aussi une sorte de conducteur. Ainsi, si le sous-marin est assez profond, l'épaisse couche d'eau affaiblit le signal. Et nous perdons la communication. Pour la maintenir, on envoie moins d'ondes, mais on les allonge. Dans le même laps de temps, la fréquence des ondes courtes sera beaucoup plus élevée que celle des ondes longues. C'est pourquoi on les appelle des ondes à très basse fréquence. Mais il s'avère que ces ondes voyagent partout sur la Terre et même dans l'espace. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les ondes entrent en collision avec les particules de radiation du Soleil. Nous pensons que le Soleil est un aimable géant qui nous donne de la lumière et de la chaleur, mais il émet en fait de nombreux rayonnements nocifs. Chaque éruption ou décharge électrique de matière de notre étoile natale provoque une explosion de radiation encore plus importante. Ces particules volent vers notre planète, tout comme le font les ondes radio. Elles parcourent 93 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre en 8 minutes et s'écrasent sur notre bulle qui fait office de bouclier. En gros, les particules de radiation du Soleil s'accumulent dans les ceintures de radiation autour de la Terre. Le champ magnétique de notre planète les piège. Et une bulle d'ondes de très basse fréquence récemment découverte se trouve juste en dessous de cette ceinture de radiation. Elle nous aide à repousser une partie des émissions nocives. L'analyse d'anciennes études a confirmé que les ceintures de radiation étaient autrefois beaucoup plus basses et plus proches de la Terre. Mais lorsque notre civilisation a commencé à utiliser la radio de manière intensive, nos ondes ont fait remonter notre ceinture plus haut. Personne ne s'attendait à un tel effet de simples ondes radio, mais cela nous donnera un moyen de protéger les astronautes dans le futur. Quand tu es sur Terre, son champ magnétique te protège des radiations. Tu peux physiquement le voir lorsque les particules chargées du vent solaire font briller les particules d'air au pôle de notre planète. C'est une aurore. La prochaine fois que tu contempleras cette beauté, sache que c'est en fait la Terre qui te protège de certains rayons extrêmement nocifs. Mais si tu es en dehors du champ magnétique terrestre, quelque part dans l'espace, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Rien ne te protège là-bas. C'est un gros problème pour les astronautes qui passent des mois dans la Station spatiale internationale. Peut-être les scientifiques apprendront-ils à créer des bulles protectrices d'ondes de très basse fréquence autour des stations spatiales et des vaisseaux spatiaux. Il en va de même pour les autres planètes. Nous allons probablement coloniser Mars un jour, et il n'y a pas de champ magnétique là-bas, et rien ne peut te protéger des radiations. Mais si tu crées une bulle artificielle là-bas, tu peux réduire les radiations nocives. Une autre bulle invisible qui nous protège est l'atmosphère. C'est comme un gâteau en couche ou un oignon. Chaque niveau de l'atmosphère a ses propres propriétés. La couche la plus basse dans laquelle nous vivons est la troposphère. Cette couche contient 80% du poids de tout l'air de la planète. C'est aussi le principal endroit où réside la vapeur d'eau. Et c'est là que fonctionne la machine appelée météo. Le Soleil envoie des rayons d'énergie vers la Terre. La surface de notre planète les reflète et réchauffe l'air de la troposphère. Cela le fait bouger et changer de place avec l'air froid. Ainsi, le vent, les cyclones, les tempêtes et les tornades se produisent uniquement dans la troposphère, jusqu'à environ 12 km d'altitude. C'est pourquoi les avions commerciaux volent à une altitude d'environ 10 km. Le vent ou d'autres mauvaises conditions météorologiques n'affectent pratiquement pas cette zone. Et l'air ici n'est pas aussi dense qu'il l'est sur Terre.
Voler à 1,5 km au-dessus du niveau de la mer, c'est comme se déplacer dans un biscuit. C'est dur. Mais à une altitude de 15 km, on a l'impression de se déplacer dans une crème fouettée légère. L'avion ne ressent presque aucune résistance. C'est donc gagnant-gagnant. On économise du carburant et les passagers sont en sécurité. L'inconvénient majeur est qu'il fait très froid et que l'on ne peut pas respirer. C'est froid parce qu'il y a très peu de molécules d'air pour absorber la chaleur du sol et la transférer aux autres. Pour la même raison, tu ne pourrais pas respirer ici. C'est pourquoi les avions sont équipés de masques à oxygène, juste au cas où. Allons un peu plus loin. Voici la stratosphère. Il y a encore moins de molécules d'air ici, et c'est là que volent les sondes météorologiques. Ce sont des sortes de petits ballons équipés d'ordinateurs que les gens utilisent pour prédire le temps. Cette partie de l'atmosphère contient également la fameuse couche d'ozone. C'est notre bouclier contre les rayons ultraviolets néfastes. L'ozone est presque identique à l'oxygène, sauf qu'il contient 3 atomes. Lorsque les rayons ultraviolets nocifs pénètrent dans notre atmosphère, ils s'écrasent sur la molécule O3. Le rayon brise la molécule en O2 et en un autre atome d'oxygène. Le rayon lui-même est converti en chaleur, mais l'ozone se régénère rapidement. Un seul atome d'oxygène rejoint l'O2 et la molécule d'ozone est prête à nous protéger à nouveau. C'est le bouclier invisible qui nous protège des rayonnements. Il a donné naissance à toute vie sur Terre. Avec le développement de notre civilisation, nous avons commencé à émettre du gaz fréon dans l'atmosphère. Nous avions l'habitude de remplir nos vieux réfrigérateurs avec. Un seul atome de chlore se détache d'une molécule de fréon dans l'air, et ensuite, il se lie à un seul atome d'oxygène. Maintenant, l'ozone ne peut plus se régénérer comme avant. Heureusement, nous avons interdit l'utilisation de ces gaz nocifs et la couche d'ozone a commencé à se régénérer. Les scientifiques s'attendent à ce qu'elle se reconstitue complètement au milieu du XXIe siècle. La stratosphère se termine à environ 50 km. La couche suivante est la mésosphère, la plus froide de toutes. En moyenne, elle est d'environ moins 95 degrés Celsius. C'est 5 fois plus froid que ton congélateur. C'est la couche de l'atmosphère où les météores entrants commencent à s'enflammer à cause de la friction dans l'air. Puis, ils finiront par brûler complètement. L'air ici est trop léger pour que les avions ou les ballons puissent voler, mais il est encore trop dense pour les satellites. Cette couche de l'atmosphère n'est donc pas encore bien connue. La couche suivante s'étend de 90 km au-dessus du niveau de la mer à environ 800 km. C'est un peu plus que la distance entre Las Vegas et San Francisco. La ligne de Kármán est située dans cette couche de l'atmosphère. C'est la frontière entre notre planète et l'espace. La thermosphère est l'endroit où tous nos vaisseaux spatiaux et satellites volent. C'est aussi là que se trouve la Station spatiale internationale. La température est extrêmement élevée ici. L'air est environ 10 fois plus chaud que ce que ton four peut produire. C'est dû à l'activité solaire. Mais tu ne pourrais jamais sentir cette chaleur. Les molécules d'air qui transportent la chaleur ici sont si petites que tu flotterais littéralement entre elles. Imagine une piscine géante avec seulement 3 gouttes d'eau. C'est la thermosphère. Et la couche la plus élevée de notre atmosphère est l'exosphère. C'est la couche la plus large de notre bulle d'air. Les scientifiques pensent que ces limites sont à peu près à mi-chemin de la Lune, à 193 000 km. C'est le point où la pression du rayonnement solaire commence à dépasser la gravité de la Terre. Elle fait toujours partie de notre atmosphère. Cela signifie que les astronautes qui ont participé à diverses missions spatiales et qui ont été à bord de l'ISS n'ont en fait jamais quitté l'atmosphère terrestre. T'es-tu déjà demandé si la Terre pouvait être une créature intelligente ou plutôt une entité intelligente? Quelque chose avec un esprit et un instinct de survie? Présenté comme ça, on dirait un film de science-fiction dans lequel la planète où nous vivons se réveillerait soudainement un matin en se rendant compte qu'elle ne nous aime pas beaucoup et deviendrait complètement folle. Mais il s'agit d'autre chose. Ce que j'essaye d'imaginer, c'est plutôt l'idée que l'activité collective de la vie, celle des microbes et des plantes, pourrait modifier la planète et lui donner sa vie propre. Un peu comme un esprit vert. La métaphore de la Terre comme entité vivante n'est pas dénuée de sens. Des créatures rampent, nagent, marchent et volent en permanence dans les couches supérieures de nos sols, de nos océans et de notre ciel. Les plantes en recouvrent une immense partie. Et puis il y a des virus et des bactéries dans l'eau, dans la terre et dans l'atmosphère. Imagine maintenant que tous ces êtres vivants, les plantes, les animaux et les microbes,
forment une grande équipe et travaillent ensemble. Ils ont des tâches différentes, mais un but commun. Faire de la planète un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, les plantes produisent l'oxygène que nous respirons et les animaux contribuent à la pollinisation des fleurs. Ensemble, ils forment la biosphère, qui est en quelque sorte l'équipe vie de la Terre. C'est là qu'intervient l'idée d'une intelligence planétaire. Les individus et les groupes peuvent être intelligents, alors pourquoi pas une planète entière ? Les chercheurs pensent que nous devrions mesurer l'intelligence de la Terre en évaluant sa capacité à se maintenir en vie éternellement. Tout comme nous devons travailler ensemble pour survivre, l'intelligence collective d'une planète repose sur la capacité de toutes ces formes de vie à coopérer pour atteindre ce même objectif. C'est comme si la planète était un système complexe capable de prendre soin de lui-même, comme les forêts. Elle partage des nutriments grâce à des réseaux souterrains de champignons. Cela permet à tous les arbres de rester en bonne santé. Nous avons certainement beaucoup à apprendre des forêts. Si nous devions sauter dans un univers fantastique à la recherche de planètes intelligentes et conscientes, nous choisirions sans doute Mogo de Green Lantern. Il s'agit d'une entité qui peut par exemple changer son climat et modifier sa gravité, la croissance de ces plantes et d'autres choses du même genre. Et que dire de l'étonnante Pandora d'Avatar ? Te souviens-tu des fascinantes scènes où l'on voit ces espèces d'organes qui ressemblent à des tentacules ? Ils permettent aux créatures de communiquer entre elles à un niveau neuronal. C'est comme si la planète entière était un cerveau géant dont les cellules sont constituées d'une multitude d'arbres, de créatures et d'autres éléments plus petits. Nous sommes loin de tout ça, mais c'est amusant à imaginer. Pour l'instant, notre civilisation se trouve au stade que les scientifiques ont qualifié de technosphère immature. En bref, nous sommes encore trop concentrés sur l'utilisation de technologies qui ne sont pas toujours bénéfiques. Nous ne disposons pas d'une intelligence planétaire ou d'une compréhension collective de ce qu'il faut faire pour améliorer notre sort. Au lieu de cela, nous agissons chacun pour soi. Nous n'en sommes pas au pire des stades, bien sûr. Des chercheurs ont défini 4 stades distincts pour expliquer comment une intelligence planétaire pourrait avoir un impact sur notre avenir à long terme. Le premier stade est ce que nous appelons la biosphère immature. C'est l'époque où la vie a commencé sur Terre. Il y a des milliards d'années. Il n'y avait que des microbes et aucune végétation. Il n'y avait pas de rétroaction globale. Ce qui signifie que ces microbes ne pouvaient pas encore affecter la Terre et son atmosphère de quelque manière que ce soit. Le deuxième stade est celui de la biosphère mature. Il y a 2,5 milliards à 540 millions d'années. C'est le moment où les continents se sont stabilisés et où la biosphère a commencé à exercer une forte influence sur la Terre. Le troisième stade, connu sous le nom de technosphère immature, est celui où nous nous trouvons actuellement, avec des systèmes interconnectés de communication, de transport, d'électricité et d'informatique qui puisent leurs ressources dans les systèmes terrestres et affectent la biosphère. Le quatrième stade, la technosphère mature, est celui vers lequel la Terre devrait tendre à l'avenir. À ce moment, la technologie profitera à l'ensemble de la planète. Nous utiliserons des formes d'énergie durables. L'intelligence planétaire est le signe d'une planète mûre, et les chercheurs tentent de comprendre comment nous pouvons nous en rapprocher. Ce que nous faisons au niveau individuel a donc de l'importance. L'activité collective de la vie, comme celle des microbes ou des plantes, peut changer une planète et en faire plus qu'un simple rocher sans vie flottant dans l'espace. Grâce à la biosphère, notre planète a découvert comment développer la vie de manière autonome il y a des milliards d'années. Et ça continue. Il nous faut maintenant trouver le moyen de mettre en place un système similaire, mais cette fois-ci avec la technosphère. Il est difficile d'imaginer que les planètes puissent devenir sensibles, comme Pandora ou un autre monde imaginaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les planètes se forment grâce à l'action commune de matériaux tels que les roches, les gaz et les liquides autour d'une nouvelle étoile. C'est comme lors d'une grande réunion de famille, où chacun apporte un ingrédient différent pour préparer un plat délicieux. Et tout comme ces ingrédients ne se transformeront pas soudainement en des êtres vivants, les matériaux d'une planète ne peuvent pas devenir des créatures conscientes par elles-mêmes. Sur Terre, après des milliards d'années de réactions chimiques complexes, des molécules ont commencé à se reproduire et à transporter des informations. Voilà comment la vie est apparue. Et la Terre est le seul exemple que nous connaissions. Voici la deuxième raison.
imagine que tu es un grand jardin dans lequel tu plantes beaucoup de champignons et de bactéries, en espérant qu'ils deviendront intelligents et t'aideront à prendre soin de tes terres. Mais les champignons et les bactéries n'ont pas de cerveau, et ce n'est pas comme s'ils en avaient besoin. Pour les animaux, avoir un gros cerveau n'est pas simple. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Les animaux ne deviennent donc intelligents que s'ils ont besoin de l'être pour survivre et s'épanouir dans leur environnement. Les chiens et les chats sont assez intelligents parce qu'ils doivent éviter les dangers et trouver de la nourriture. Ils n'ont pas besoin de l'intelligence humaine qui construit des maisons, crée des œuvres d'art ou invente de nouvelles technologies. Il serait donc bien difficile d'amener tous les êtres et toutes les plantes au même niveau d'intelligence. La troisième raison pour laquelle il serait difficile pour une planète de devenir intelligente est la règle fondamentale du règne animal, la survie du plus fort. Toutes les créatures rivalisent pour l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'espace. Non seulement les différentes espèces sont en concurrence les unes avec les autres, mais les individus d'une même espèce se battent également sans arrêt. Songe par exemple aux crabes violonistes qui se battent sur la plage, ou aux loups qui se disputent leur proie, ou encore à moi, lorsque je vois une place libre sur une plage bondée. Ce type de comportement ne nous conduira jamais à la coopération globale. Il y a quelques exceptions à cette règle. Par exemple, les fourmis. Elles ne sont peut-être pas les créatures les plus futées de la planète. Mais lorsqu'elles forment une colonie, elles peuvent accomplir des choses incroyables. Récolter de la nourriture bien plus grosse qu'elles, construire des fourmilières, élever des petits et même pratiquer l'agriculture. En fait, elles agissent comme un super-organisme, toutes les fourmis travaillant ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Les abeilles et les fourmis sont très altruistes et collaborent afin que leurs reines puissent se reproduire. Si une grande colonie de fourmis prenait le contrôle de notre monde, elle agirait comme un seul esprit et travaillerait dans son propre intérêt et dans celui de la planète, jusqu'à ce que celle-ci soit à court de ressources. Mais en réalité, il est difficile d'imaginer qu'un organisme, même un super-organisme, puisse atteindre un tel degré de conscience de soi. Cinquième raison. Comment communiquer? Entre eux, les insectes utilisent leurs phéromones et les humains leurs nerfs. Ces deux méthodes fonctionnent bien à une échelle réduite. Mais s'il s'agissait de faire communiquer une entité gigantesque de la taille d'une planète, je doute que ce soit rapide ou efficace. La communication au sein d'une entité comme celle-ci serait beaucoup plus lente que ceux que nous connaissons, avec nos ordinateurs et nos smartphones. Enfin, continuons à rêver de Pandora. 2002 et 2023 ont été des années historiques en matière de découverte de nouveaux mondes fascinants. L'année dernière, la NASA a dépassé les 5000 exoplanètes confirmées. La liste est incroyablement variée. Elle comprend des super-terres rocheuses, des géantes gazeuses comme Jupiter, des géantes de glace comme Neptune, etc. Et ce n'est qu'un début. Il pourrait y avoir plus de 1000 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie. Mais la question la plus importante est de savoir combien d'entre elles sont habitables. Tu sais, pour nous, les humains, y a-t-il des planètes sur cette liste qui pourraient accueillir de la vie, ou qui pourraient même devenir notre future maison? Bien sûr qu'il y en a. Et en 2022-2023, nous en avons trouvé 5. Alors attachez vos ceintures et accrochez-vous pour un voyage mouvementé au-delà de notre système solaire. La première planète de notre liste est Wolf 1069b, une dénomination bien ennuyeuse. Je vais donc simplement la surnommer Wolfie. Car qui pourrait m'en empêcher? La NASA? Une nouvelle étude menée par 50 astronomes passionnés a confirmé quelque chose de génial. Cette exoplanète, Wolfie, située à seulement 31 années-lumière de nous, pourrait potentiellement être composée de roches. En d'autres termes, il s'agit théoriquement d'une planète habitable. L'équipe à l'origine de cette découverte a utilisé une technique appelée vitesse radiale pour détecter l'exoplanète. Cette méthode permet aux scientifiques d'étudier les mouvements des étoiles et des planètes. C'est un peu comme si on jouait au ballon avec un ami et qu'on voyait la balle se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure qu'il la lançait. C'est un peu comme la vitesse radiale. Lorsqu'une planète se rapproche de nous, l'étoile autour de laquelle elle orbite semble aussi se rapprocher de nous. Lorsque la planète s'éloigne de nous, l'étoile a également l'air plus lointaine. Les scientifiques peuvent utiliser ces informations pour déterminer ce que fait la planète et quelle est sa taille. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Wolfie. On estime que cette exoplanète a la taille de la Terre et qu'elle a une masse égale à 1,5 fois celle de notre planète. Elle est en orbite autour d'une étoile naine rouge que j'appellerais Wolfie's Mama.
Mais c'est là que le bas blesse. Wolfie orbite dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'il s'agit d'un candidat idéal pour la présence d'eau sous forme liquide à sa surface. C'est comme si nous avions touché le jackpot exoplanétaire. Waouh, j'aimerais bien avoir acheté un ticket. Cette étude estime que si Wolfie possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, les températures pourraient atteindre 12 degrés Celsius, ce qui signifierait que de l'eau liquide pourrait s'accumuler sur le côté jour de la planète. Mais voici le hic. L'exoplanète est verrouillée par son étoile, ce qui signifie que c'est toujours le même côté qui fait face. Imaginons qu'un côté de la planète soit toujours baigné dans la chaleur de son étoile, tandis que l'autre est éternellement dans l'obscurité. Comme au collège, je plaisante. L'équipe à l'origine de cette découverte estime qu'il s'agit de la meilleure candidate pour des recherches plus approfondies. Mais il faudra probablement attendre encore 10 ans pour obtenir des réponses. D'ici là, nous devrons continuer à scruter le ciel avec nos télescopes et en croisant les doigts. La planète suivante est TOI 700e. Comment lui trouver un bon surnom? La NASA vient de découvrir une nouvelle planète qui devrait prendre la galaxie d'assaut. Ou plutôt en orbite. Je la surnommerai Toys Were Us. Elle fait presque la taille de la Terre, contient très probablement de l'eau liquide à sa surface et n'est qu'à 100 années-lumière de nous. Il ne s'agit pas d'un simple trajet en voiture, bien sûr, mais elle est assez proche dans le grand ordre des choses. Toys Were Us est la 4e planète de son système et a une orbite un peu courte. 28 jours seulement pour faire le tour de son étoile. Au moins, tu auras un anniversaire tous les mois. Hurrah! Cette fois, la découverte a été faite en utilisant la méthode dite du transit. Les planètes elles-mêmes sont incroyablement petites et difficiles à détecter. Mais lorsqu'une planète se trouve devant l'étoile, elle bloque une partie de la lumière qu'elle émet, ce qui la fait paraître un peu moins brillante. Dès que la planète s'éloigne, l'étoile retrouve sa luminosité. Pour trouver une planète, les scientifiques observent donc très attentivement si la luminosité change. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a probablement une planète qui joue à cache-cache avec nous. C'est ainsi qu'ils ont découvert Toys Were Us. On la doit à la mission TESS. Elle a également détecté 66 nouvelles exoplanètes et 2100 autres candidats attendent d'être confirmés. TESS a produit des images de 75% de la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Toys Were Us est située dans la zone habitable optimale, entre les planètes C et D. Mais elle pourrait être verrouillée, tout comme Wolfie. Il se peut donc que nous devions nous contenter d'un monde aquatique à une seule face. La découverte de Toys Were Us est une piste prometteuse pour les futures observations de suivi, et elle démontre le potentiel de TESS à trouver des exoplanètes encore plus petites à l'avenir. Qui sait, peut-être découvrira-t-on un jour un nouveau foyer pour notre espèce parmi les étoiles, ou du moins un nouveau lieu de vacances. Ensuite, nous avons des jumelles, GJ1002b et GJ1002c. Cette galaxie vient de se rapprocher un peu plus de nous avec la découverte de 2 exoplanètes, que je surnommerai Hansel et Gretel, qui se trouvent à quelques encablures de notre système solaire. En effet, ces 2 planètes semblables à la Terre sont situées à moins de 16 années-lumière, ce qui représente un saut de puce pour l'espace. À titre de comparaison, Proxima Centauri b est l'exoplanète de masse terrestre la plus proche, à 4,2 années-lumière. Ces 2 nouvelles voisines sont donc parmi les plus proches de nous. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une étoile naine rouge dont la masse équivaut à peine à 1/8 de celle du Soleil. Elle est plutôt froide et peu lumineuse, mais ce n'est pas grave car les 2 planètes en sont très proches. Hansel met 10 jours à tourner autour de son étoile, tandis que Gretel met un peu plus de 21 jours. Encore des anniversaires en plus, j'imagine. La découverte a été faite par une équipe scientifique internationale et n'a pas été une mince affaire. L'équipe a dû travailler avec 2 instruments, Espresso et Carmenes. Le résultat? Un café latte? Non. Ce qu'ils ont obtenu, ce sont des mesures si précises que l'on peut pratiquement compter le nombre de cratères à la surface des planètes. En effet, les planètes sont situées dans la zone habitable de leur étoile et ont une taille parfaite, ce qui en fait des candidates idéales pour de futures études sur l'atmosphère. Le principal responsable de l'étude a déclaré « La nature semble vouloir nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très répandues. Grâce à ces 2 planètes, nous en connaissons désormais 7 dans des systèmes planétaires très proches du Soleil. Qui aurait cru que nos voisins pouvaient être si accueillants ?» En conclusion, la découverte de Hansel et Gretel est un pas de géant pour l'humanité. Alors, levons tous nos verres de H2O, ou de ce que l'on boit sur les exoplanètes, et célébrons-la. La dernière planète de notre liste est LP 890-9C. Je l'appellerai Bob.
Cette super-Terre, située à environ 98 années-lumière, est 40% plus grande que notre planète. De plus, elle a une jumelle, que je surnommerai Rey, qui est jusqu'à 65% plus grande que la Terre. Plus on a d'espace, et mieux c'est, non? Les deux planètes sont en orbite autour de l'étoile naine rouge. Malheureusement, Rey est très chaude au toucher, avec une température estimée à 123 degrés Celsius. Gaffe à tes mains, donc! Son frère, Bob, est situé dans la zone habitable de son étoile, ce qui en fait un candidat de choix pour l'apparition de la vie. Mais n'oublions pas que la température réelle des planètes dépend de leur atmosphère. Il est possible que Bob, la planète la plus éloignée, soit victime d'un emballement de l'effet de serre, ce qui la ferait ressembler davantage à Vénus qu'à la Terre. Elle pourrait donc être trop chaude pour être habitable. Mais ne perdons pas espoir. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est sur les rangs. Grâce à cette technologie de pointe et à ses puissants instruments, dont des spectrographes, il peut scruter l'atmosphère des exoplanètes et révéler celles qui pourraient être habitables. Voyons ce qu'il va découvrir. Cette planète a été classée comme la deuxième planète terrestre à zone habitable la plus favorable. Elle figure désormais sur la liste des 7 autres planètes semblables à la Terre, toutes situées à environ 40 années-lumière de nous. Peut-être deviendront-elles nos nouvelles habitations dans le futur? Oui, je sais que nous pourrions déjà prendre soin de la maison que nous avons actuellement, mais d'ici là, il faut profiter de ce moment et célébrer toutes ces découvertes. Qui sait combien de planètes nous trouverons encore à l'avenir, compte tenu des progrès technologiques réalisés chaque année? Des milliers? Des millions? Pendant ce temps, Bob et Rey, Hansel et Gretel, Toys R Us, Wolfie et sa maman, tous seront là à nous attendre.